Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec David van der Oost. Bonjour David. Bonjour Yves. David, je vais te passer à la moulinette de la première question, la plus difficile. Est-ce que tu peux te présenter ? En effet, je m'appelle David van der Oost. Je suis dirigeant de la société Approach Cyber, qui est une entreprise exclusivement spécialisée en cybersécurité et protection de la donnée. J'ai 46 ans, je suis né à Bruxelles et je vis aux alentours de Louvain-la-Neuve où j'ai étudié. Donc j'ai un background d'ingénieur civil et puis voilà, je suis marié, j'ai 2 filles qui vont dans des écoles ici dans les alentours. Donc voilà, une vie assez simple et normale en fait. Et locale. Et locale, ouais. Et dans ton parcours, que tu as fait quoi avant ? Alors en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la cyber lors de des études universitaires. Donc j'ai fait ingénieur civil en électromécanique dans une branche qui est la mécatronique. Donc c'est un petit peu tout ce qui est robotique en fait. Okay. Et je me suis intéressé en fin de parcours à la cybersécurité de par un professeur en particulier qui m'a bien inspiré, qui est le professeur Jean-Jacques Cuisquater, qui est une personnalité qui est à la retraite maintenant, mais qu'on voyait quand même assez souvent, que ce soit au journal télévisé ou autre, et qui était un professeur de cryptographie. Et donc la cryptographie, c'est un petit peu la science, je vais dire, ou les mathématiques qui se cachent derrière tout ce qui est sécurité. Et donc j'ai eu l'occasion de toucher à ça pour la première fois à ce moment-là. Et donc j'ai fait ma thèse mon travail de fin d'études dans cette matière. Ils m'ont proposé en fait de bosser sur un sujet qui est la sécurité des cartes à puce. Et donc on a fait un travail d'essayer de quelque part craquer les codes d'encryption sur une carte à puce et trouver aussi des moyens de contre-mesure. Et donc voilà, je me suis intéressé au sujet. J'ai lu des bouquins. Il y avait aussi un bouquin, je me rappelle, qui m'avait bien inspiré. C'était un Français au tout début des années 2000 qui était un ingénieur et qui a démontré en fait la faiblesse des premières cartes bleues. Les Français ont été les premiers à travailler avec des cartes à puce à cette époque-là. Il a montré les faiblesses du système. Il a tout simplement, en bidouillant, acheté un set de cartes vierges. Il les a reprogrammées et il est arrivé à acheter quelques tickets de métro avec ça. Et donc, il est allé voir les banques et pour dire, attention, votre système n'est pas robuste. Est-ce que je peux vous aider ? Et la réaction à l'époque a été de dire ah non, mais lui, il doit aller en prison. Et donc, il a eu pas mal de problèmes. Il a perdu son boulot et donc ça, c'est un des faits marquants qui a fait dans mon parcours que je me suis vraiment passionné pour la cyber et que j'ai voulu en savoir plus. Et si on revient au petit David, tu pouvais pas rêver de faire ce métier quand tu étais petit ? Non, c'est vrai. Tu imaginais quoi ? Alors, un petit peu comme tous les petits garçons, je voulais être astronaute, puis pilote d'avion. Mmh. Et donc, je me suis vraiment beaucoup intéressé à tout ce qui est le domaine scientifique, l'espace, assez jeune. L'informatique aussi, donc j'ai eu mon premier Commodore 64 à l'âge de 12 ans. Et donc, j'étais dans cet univers, un petit peu de gaming aussi. Et puis ensuite, au moment où j'arrivais à l'adolescence, c'était pas le moment idéal pour devenir pilote d'avion. C'était un peu la fin d'Asabena. Je suis sorti juste un peu après de l'université, après le 11 septembre. Donc toutes ces crises ont fait que finalement j'ai un petit peu oublié mon rêve de devenir pilote d'avion. Et je me suis dit je vais simplement commencer dans des études scientifiques. Et puis si un jour je veux devenir pilote, je pourrais toujours le faire comme hobby, comme passion. Et voilà. Et donc c'est un petit peu ce que je t'ai raconté. C'est du coup après la cryptographie. Voilà, c'est ça. Et si on finit dans la présentation, si tu peux expliquer un peu en quelques phrases ce que fait Approach Cyber, comment, où. Oui. Donc Approach est une entreprise
que je n'ai pas fondée, hein, donc elle existe déjà depuis le début des années 2000, et je l'ai rejoint en 2011, et rapidement j'ai proposé en fait aux actionnaires de lui donner une spécialisation qui est la cybersécurité, parce que c'était le domaine qui me passionnait, que je connaissais le mieux, mais je voyais aussi que les besoins, les enjeux étaient sans cesse croissants, et que là où avant, je vais dire que c'était surtout les banques, le secteur public qui investissaient, de plus en plus, on voyait des choses arriver dans toutes les industries, et de nouveaux besoins arriver. Ensuite, il y a eu aussi dans les années, 2018 ou 2016, l'arrivée des premiers règlements sur la protection de la vie privée, qui ont rajouté de la pression aussi sur toutes les organisations à mettre en place des mesures de sécurité. Et donc, aujourd'hui, voilà, la société Approach, elle s'est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, on est ce qu'on appelle un pure player de la cybersécurité et de la privacy. Donc, très important aussi. La cybersécurité, c'est quoi? Finalement, c'est garantir la confidentialité des données, l'intégrité des données, donc faire en sorte que soit les bonnes personnes puissent avoir accès à la bonne information ou la bonne ressource. Et enfin, la disponibilité d'un système. Donc, quand un site est attaqué et qui tombe en panne, ça peut aussi poser des problèmes, surtout si ce sont des systèmes critiques. Donc, on va toujours travailler... S'il n'y a pas de backup. Surtout s'il n'y a pas de backup, effectivement. Et si un système est détruit et qu'il n'y a pas de backup, ça peut être catastrophique. Donc, on va travailler sur la protection de ces aspects-là, mais aussi sur les notions de privacy. Ça va encore plus loin, parce que là, on va vraiment toucher à des données personnelles. Ça peut être des données médicales, ça peut être des données sensibles. Et donc là, il y a aussi la gestion de tout ce qui est notion de consentement. En tant qu'utilisateur, je partage mes données d'identité. Jusqu'à quel point je suis conscient, je vous donne mon consentement de partager ça avec d'autres fournisseurs. Donc on est sur un champ assez large, cybersécurité, privacy, et la société, elle s'efforce de proposer une offre, je vais dire, complète, à 360 degrés, pour justement permettre à nos clients, toutes les entreprises qu'on accompagne, de se concentrer sur leurs affaires, et de nous laisser les aider sur la cybersécurité. Et ça implique à la fois du juridique et du technique, en fait. Absolument, oui. Oui, c'est vrai que autrefois, on parlait de sécurité informatique, puis on a parlé de sécurité de l'information, parce que c'est pas uniquement des données, c'est aussi des informations parfois écrites ou vocales. Et ce métier a évolué vers de plus en plus aussi des aspects légaux ou réglementaires. L'Europe a légiféré énormément. Donc, on a vu l'apparition du RGPD, un règlement général sur la protection des données. Mais il y a plein d'autres réglementations et lois qui ont été concoctées par l'Europe. Donc forcément, on a aussi dans notre équipe davantage de profils juridiques. On engage des jeunes juristes sortis de l'université qui se passionnent justement aussi pour les aspects plutôt de l'univers du digital. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qui commence à s'accélérer effectivement aussi. Si on revient à ton parcours, tu as eu une période plus dans les grands cabinets, on va dire, ou dans les KPMG, Accenture et autres. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que t'en retires? Ça m'a appris énormément de choses. Je m'en doute, c'est pour ça. C'est vrai que à la sortie de l'université, j'étais pas, disons, extrêmement motivé à partir sur un métier technique. J'ai adoré ce que j'ai étudié, mais j'ai voulu plutôt aller dans le business, dans les affaires, donc comprendre des organisations, comment elles fonctionnent, quels sont leurs métiers, leurs clients, leurs partenaires, quels sont les enjeux. Ça m'a vraiment passionné. Et donc, faire partie de ce type de cabinet apporte une énorme diversité d'horizons, d'univers différents, et aussi de profils. Donc les consultants qui travaillent dans ces sociétés-là ont aussi des backgrounds assez variés, avec des personnes avec plus d'expérience, moins d'expérience. Donc ça m'a apporté une vraie richesse au niveau de la diversité des organisations. Et puis ensuite, le deuxième point, clairement, ça va être les méthodes de travail. On a aussi chez Approach, on a une dimension de notre activité qui est de travailler comme un cabinet de conseil. On fait des audits, mais aussi du conseil sur comment se sécuriser. Ces grands cabinets-là où
ont évidemment des décennies, je veux dire, si pas des siècles d'expérience parfois, en tout cas cumulées, et apportent énormément de structuration dans la démarche. Donc, on industrialise les approches, on réutilise des méthodes qui fonctionnent, des best practices. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu très rapidement en arrivant chez Approach, mettre en place ces méthodologies de sorte que quand on va aider un client, c'est pas parce que la personne qui est en face du client est compétente, mais plutôt parce que la société a mis en place des méthodologies qui garantissent la qualité, la répétabilité des résultats. Mais c'est ça. Mais du coup, ça passe par quoi? Comment est-ce qu'on réussit à faire cette distinction entre c'est une entreprise et pas une personne? Mais déjà, on est une vraie équipe. Donc, le sujet de la cybersécurité est une niche, mais au sein de cette niche, il y a énormément de sujets différents. Comme tu l'as dit, il y a la dimension juridique, la dimension technique, il y a des dimensions organisationnelles ou de management, des dimensions éducatives et de formation. Et donc, le fait d'avoir une entreprise avec des profils très variés, une équipe pluridisciplinaire, va permettre de couvrir toutes ces facettes. Donc ça, c'est déjà un vrai plus. Donc, on forme évidemment nos gens. Donc, chez nous, je veux dire qu'il y a presque une obligation, entre guillemets, de se former en continu. On a notre Cyber Academy en interne et on va évidemment se servir dans les meilleurs catalogues de formation. Mais on forme les gens. Et puis ensuite, comme je le disais, on met en place des méthodes, des méthodologies. On va chercher des outils. Donc, on a des partenaires aussi où on achète des outils qui nous permettent d'être plus efficaces, de plus en plus avec de l'intelligence artificielle notamment. Par exemple, quoi? Donne-moi juste un exemple d'outil. Par exemple, on va, si on est appelé à faire ce qu'on appelle une investigation chez un client après un incident de sécurité. Donc, si par exemple, ils ont été victimes d'un piratage et les données ont fuité, c'est parfois des gigas, si pas des terabytes de données qui sont partis dans le darknet ou voilà. On doit utiliser des outils pour être efficace, pour scanner, comprendre l'ampleur de la fuite, comprendre qu'est-ce qui a fuité, est-ce que ce sont des données sensibles, personnelles, préparer le dossier pour pouvoir porter plainte, éventuellement déclarer ça aux autorités nécessaires. Donc, on sera beaucoup plus efficace, évidemment, si on travaille d'une façon méthodologique et aussi avec des outils qui nous permettent de faire ça de manière automatique. Oui, par exemple, d'aller rechercher dans l'historique, voir à quel moment, quelles données ont été accédées et du coup, c'est potentiellement celles-ci qui sont parties. Oui, donc de l'analyse de logs, donc de fichiers qui, effectivement, horodatent, entre guillemets, chaque événement. Si on doit parcourir ça manuellement avec une personne, ça va prendre beaucoup de temps. Et justement, c'est des situations dans lesquelles on doit être hyper efficace. Donc, tous ces outils et ces méthodes nous aident. Alors, les méthodes, on les a pas inventées. On reprend toutes les méthodologies du marché ou de l'industrie de la cybersécurité. Il y a beaucoup de choses qui proviennent du domaine de la défense et du domaine militaire. Tu me demandais un petit peu mon parcours. C'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière chez un Big Four, j'étais engagé par des anciens militaires. D'accord. Oui. Qui avaient travaillé dans les services de renseignement. Donc des gens extrêmement organisés, méthodiques, où rien n'est laissé au hasard. Et donc il y a énormément de choses qu'on fait en cybersécurité qui proviennent de ce monde-là. Dans la classification des données, il y a les données classifiées, secrets. Nous, on va travailler avec les mêmes concepts. Il y a des données confidentielles, des données restreintes, des données publiques. Tout ça, effectivement, donc ce sont des méthodes qui existent, des best practices qui existent, et on va simplement les appliquer et ajouter notre savoir-faire. Et malgré tout, te voilà entrepreneur, toi, ingénieur plutôt civil. Est-ce que tu as eu à un moment un conseil ou quelque chose qui finalement te sert un peu tous les jours, où tu te dis tiens, mais voilà, quand j'ai commencé, je pensais pas et finalement ça sert. J'ai reçu énormément de conseils. Pas tous bons. C'est vrai. J'ai toujours accordé énormément d'importance aux personnes que j'ai rejoint en changeant de boulot. C'était toujours important pour moi d'avoir effectivement
soit un responsable ou des collègues inspirants avec qui je peux apprendre. Et donc des conseils, j'en reçois tous les jours. Encore aujourd'hui, c'est fantastique d'avoir une équipe autour de soi où si j'ai besoin d'avoir un conseil, je sais chez qui je peux aller le chercher. Mais de manière générale, c'est vrai que tu le disais, j'étais pas parti moi dans l'idée de me lancer comme entrepreneur. C'est pas ça que j'avais en moi quand j'ai étudié, quand j'étais à l'université. J'étais plus sur un chemin de carrière, grande entreprise, grand groupe, voilà. J'ai 2 parents qui sont chacun des indépendants. Donc, je voyais quand même un petit peu une question d'ADN. Peut-être que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, comme on dit, dans des secteurs qui n'ont absolument rien à voir. Donc, une maman qui travaille dans le secteur plutôt du retail, vêtements, et un papa dans la restauration. Mais c'est le contact avec les clients, c'est l'aspect sociable que j'aime beaucoup. Et je pense qu'un entrepreneur, effectivement, il travaille avant tout avec des femmes et des hommes, et c'est un projet de fédérer une chouette équipe autour de soi, qui, au départ, voilà, quand la société est encore jeune, c'est très, très petit, c'est très familial. Et puis, si on a la chance d'avoir la société qui grandit, ce qui est notre cas, c'est de pouvoir accompagner ce mouvement de croissance et d'organisation, de mettre en place ce qui est nécessaire pour avancer, tout en gardant l'esprit familial quelque part. Ça me tient fortement à cœur. Et donc, moi, s'il y a un conseil en tout cas, que je m'applique à moi-même, c'est de m'efforcer qu'on prenne du plaisir en venant travailler chez Approach. Voilà, on est là tous parce qu'on a besoin d'un métier et de faire vivre sa famille, mais on est aussi là parce qu'on est des gens passionnés. Et si on peut travailler dans une bonne ambiance, c'est mieux. Et aussi, si on a un but, un rôle à jouer dans la société, je trouve que ça, c'est un vrai plus. Et je pense que chez Approach, on a vraiment réussi ça. C'est que voilà, on travaille tous quelque part à protéger chacune dans l'utilisation des ressources sur Internet dans le monde digital. Et donc nous, notre slogan, c'est on apporte de la cybersérénité à la société. Okay. Et ça, je trouve ça assez inspirant aussi pour nos collaborateurs. C'est de savoir qu'on a un impact sociétal vraiment, vraiment fort. Oui. C'est un peu votre mission finalement. Oui. Vous avez fait l'exercice valeur, vision, mission, rôle, effectivement. Oui. Oui, donc c'est un exercice qu'on a fait, et on l'a pas fait une fois pour toutes. On l'a fait plusieurs fois. Donc c'est pas quelque chose qu'on refait chaque année, mais disons que cette année, on a ressenti le besoin de l'affirmer davantage et de le repréciser. Et donc effectivement, nous, on est parti de la vision qu'on a, qui est que dans le monde digital, on estime que chacun a droit de la tranquillité d'esprit, parce que c'est vrai que les menaces sont partout. On voit dans la presse, il y a des piratages, on se fait voler nos mots de passe, etc. C'est un monde assez anxiogène. Et donc, c'est compliqué aussi d'arriver à garder la tête froide et, comme je le disais, trouver du plaisir dans son travail. Donc, on a voulu plutôt jouer sur le côté tranquillité d'esprit. Donc, on veut apporter cette tranquillité d'esprit en apportant la cybersérénité. Et donc, effectivement, l'après, sur ce qu'on fait, notre mission, je le disais là tout à l'heure, c'est vraiment de nous occuper de la cybersécurité de nos partenaires et nos clients, pendant que eux puissent se concentrer sur leurs affaires, sur leurs produits, sur leurs services. Ils n'ont pas toujours les compétences pour pouvoir adresser ces problématiques, ces risques de cybersécurité. Donc, autant faire appel à des experts et travailler les mains dans la main. Et pour rester un petit peu sur ta carrière, quels ont été jusqu'à présent tes principaux défis? Est-ce que tu vois, par exemple, arriver au poste de CEO, ça a été un gros défi? Ou finalement, bon, en fait, ça se fait facilement, et c'était plutôt, j'en sais rien, autre chose? Rien n'est simple ou facile dans la vie. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, est-ce que c'était mon but d'être entrepreneur ou CEO? Non. Donc c'est plus de fil en aiguille, je veux dire, dans ma carrière où j'ai commencé d'abord en étant jeune consultant. Je voulais toucher un maximum de clients, de business pour apprendre. J'ai continué de me former énormément dans les matières de cybersécurité parce que ça évolue vite.
Donc, les concepts que j'ai appris il y a 20 ans, Ils sont plus exacts. c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a énormément de changements qui ont eu lieu, la migration vers le cloud, les réseaux ouverts, les Wi-Fi, les 5G, etc. Ça a énormément augmenté ce qu'on appelle la surface d'attaque des entreprises. Ça rend beaucoup plus compliqué de protéger les informations, où avant, tout était au sein de l'organisation. On mettait un firewall, un pare-feu, et ça suffisait. Donc ça a radicalement changé. Donc, une phase d'apprentissage, clairement, et puis quelques projets aussi internationaux. Donc, j'ai vécu pendant 1 an à Paris, j'ai fait quelques missions à l'étranger, aux Pays-Bas, quelques voyages aux États-Unis. Voilà, donc c'est, encore une fois, on s'enrichit, on apprend sur des métiers qui nous passionnent. Et puis, j'ai eu, par le hasard des rencontres, l'occasion de rencontrer donc les actionnaires de Approach. Et donc Approach, à l'origine, était une entreprise qui fait du service informatique. Ok. Assez générique. Donc, je vais vous placer un serveur et éventuellement, s'il faut me faire le câblage, je peux aider, mais c'est pas ma base. Moi, je vais vous faire le pare-feu et le truc, quoi. C'est ça. Donc, effectivement, toutes les entreprises qui ont pignon sur rue en informatique doivent aussi gérer un minimum la sécurité. Donc, mais il se fait que chez Approach, il y avait énormément de potentiel. Il y a des gens ici extraordinaires qui ont été, par exemple, à l'initiative de la carte d'identité électronique en Belgique quand le projet a démarré, qui était un projet sur lequel j'ai aussi contribué quand j'étais, par exemple, jeune consultant. On avait des clients qui sont encore là aujourd'hui, comme l'OTAN, qui faisait confiance à des systèmes de sécurité mis au point par Approach. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un potentiel. Mais c'est vrai que l'entreprise faisait aussi du développement de logiciels, des projets de développement, certains produits. Mais il n'y avait pas réellement d'ADN fortement affirmé par rapport à la cybersécurité. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le projet, c'est d'essayer de développer cette branche. Et je voyais la vague vraiment arriver. Et à un moment donné, on s'est vraiment dit, bah oui, c'est évident, toutes les activités qu'on fait chez Approach peuvent servir cette cause-là, même les activités de développement de software. Très bien, gardons ça, c'est une vraie force. Et donc, on a eu l'occasion, par exemple, de devenir un partenaire de la société It's Me, en Belgique, qui est très connue, qui nous a fait confiance depuis le départ, quand c'était encore une jeune start-up, pour les aider à développer leur application mobile, mais aussi tout le système de sécurité qu'on ne voit pas, hein, la face cachée de l'iceberg. Je crois que c'est l'application la plus utilisée en Belgique. Oui, c'est une application qui a beaucoup de succès et qui s'internationalise. Donc, on est très, très fiers qu'il nous ait fait confiance. Et donc, voilà, ça a été le bon choix, je pense, à ce moment-là, de se dire... Mais comment tu fais ce choix? Désolé, je te coupe. Ouais. Mais c'est ça qui est... Parce que être dans une entreprise, entre guillemets, oui, qui marche, qui vivote, enfin, je dis pas que c'est vivoter, mais qui fait son truc, ok. Il y a une vague qui arrive, oui, mais il y en a beaucoup qui la regardent passer, la vague. Donc, comment est-ce que tu arrives, à faire en sorte que, ok, en fait, ça on laisse et on suit le mouvement. Ça, c'est peut-être une caractéristique justement que j'ai en moi, c'est que j'ai constamment besoin de m'améliorer. Donc, je fais la même chose avec l'entreprise, c'est-à-dire que on challenge en permanence le statu quo. Pour moi, si on fait 2 ans de suite la même chose et qu'on n'avance pas, pour moi, on perd. Et je pense que toute entreprise se doit d'évoluer, sinon demain, elle meurt tout simplement. Donc ça nous pousse tous à aller, et je suis pas le seul ici chez Approach à penser comme ça, évidemment. On a aussi dans nos actionnaires des entrepreneurs à succès qui ont déjà fait des boîtes avant Approach qui ont été des succès énormes, des boîtes internationales, grandi à partir de rien, à partir de la Belgique jusqu'à des grands groupes internationaux, qui ont cette vision-là aussi de, voilà, on a du potentiel, croyons dans nos forces, allons proposer nos services, notre savoir-faire aussi le plus loin possible. Et donc ça nous a poussé à aller de l'avant. Et pourquoi la cybersécurité? Ben effectivement, ça a été, je dirais, la combinaison entre que c'était ma passion et on avait des choses à faire chez Approach. Et puis, à l'époque, on était une 30aine de collaborateurs et on faisait beaucoup de choses différentes. Donc, ce qui permet pas forcément de se différencier. Et donc, pour moi, c'était stratégique de se dire, choisissons notre cheval de bataille et on va mettre toute notre énergie, notre âme dedans. Et donc, quand on a fait ce choix, rapidement après,
la société a grandi plus rapidement avec le RGPD. Oui, il y a eu un contexte en plus. Il y a un contexte qui a fait que, et on a surfé un petit peu sur cette vague-là. On n'a pas été les seuls. Je pense qu'il y a quelques entreprises aussi qui ont décidé de s'établir à ce moment-là également dans ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, il y a quelques pure players comme nous sur le marché, mais on va aussi trouver des entreprises qui sont des grands groupes. Qui ont un IT. peu une branche. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais nous, on a vraiment pris ce parti de se dire, on veut être les spécialistes, on veut se mettre sur cette niche-là. Pour bien comprendre à quoi ressemble cette niche, parce qu'on parle de pirates, de cybersécurité et autres. Bon, je sais, hein, c'est pas des pirates avec une jambe de bois et borgne. Mais c'est quoi le profil d'un pirate ? C'est juste un jeune geek ou c'est... Oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu énigmatique parce qu'on a tous en tête le Anonymous. Oui, c'est la tête, l'image qu'on voit. Le masque blanc. Et on ne sait pas vraiment qui est derrière. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, la réponse n'est pas tellement simple. C'est qu'il y a une grande diversité en fait de cybercriminels. Effectivement, en commençant, je veux dire, par parfois tout simplement des collaborateurs en interne dans certaines entreprises. Il peut y avoir des gens qui sont malveillants, malheureusement, ou des gens qui ont un désaccord avec leur entreprise et ces personnes, de par les accès qu'elles ont, vont pouvoir à un moment décider de commettre un acte, j'irais, malveillant. Donc ça, c'est le premier type de pirate, mais ça représente qu'une toute petite partie. On parle de moins de 4% des cas. Ensuite, ça va être effectivement, je dirais... Donc ça va, on peut faire confiance. Oui, bah oui. De là, la nécessité aussi de contrôler la sécurité des accès de ses propres collaborateurs, notamment sur des droits d'administration, des choses comme ça. Mais ça arrive. Il y a encore beaucoup de cas où, malheureusement, il y a aussi soit une initiative en interne ou une complicité en interne. Le deuxième cas, ça va être ce qu'on appelle des script kiddies. Donc ça, c'est le cas de l'adolescent qui est passionné d'informatique et débrouillard, met au point et des choses où, de par ses connaissances, détecte des vulnérabilités et se dit, tiens, je vais aller voir derrière ce que je peux obtenir. Je vais aller jouer avec, quoi. Je vais jouer avec, ouais. Ça arrive encore, et d'autant plus que on peut trouver aussi sur Internet des outils d'exploitation pour jouer. On trouve des jouets. Ah oui. On trouve assez facilement. Des outils, oui. Voilà. Et donc, ça peut donner envie à certains de jouer et de prendre certains risques, évidemment, parce qu'on part évidemment dans le domaine de l'illégalité, mais ça arrive. Et puis après, et c'est là où ça devient un petit peu plus dangereux, on a aussi des groupes de criminels, soit pas vraiment organisés, c'est quelques personnes qui vont se dire, ben voilà, on va commettre nos délits dans notre coin, ou ça peut être des groupes extrêmement bien organisés, outillés, organisés comme des vraies entreprises, parfois même jusqu'à être sponsorisés, parrainés par des États. Donc, on sait bien, vu le contexte géopolitique actuel, et les guerres économiques que se livrent, par exemple, les États-Unis, la Chine, la guerre en Russie-Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a des groupes aussi sponsorisés par certains États qui sont là pour contribuer à cet effort de guerre économique ou d'influence. Et donc, on a déjà entendu parler de groupes en Corée ou en Chine. Ce sont des pays qui pèsent dans le paysage de la cybercriminalité. Oui, mais ils font quoi, du coup ? Alors, ils ont une mission qui est simple, c'est d'essayer de soit en savoir plus, donc faire de l'espionnage industriel. Ça peut être dans le cadre d'une guerre, donc ici dans le cadre, par exemple, de la guerre en Ukraine, les Russes visaient des data-centres ukrainiens bombardés pour tout simplement mettre le chaos, pour paralyser les services bancaires, paralyser les communications. Oui, parce que tu peux plus envoyer de messages, ou tu peux plus payer, ou tu peux plus... Voilà, donc c'est ça. Et parfois, ils vont viser des infrastructures critiques, donc tout ce qui est réseau de distribution d'électricité, l'eau. Et donc, on peut soit détruire un barrage ou attaquer une centrale nucléaire, ou soit on peut aussi paralyser cette centrale nucléaire en attaquant son informatique. Donc, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être effectivement aussi dans le contexte d'élection, tenter d'influencer. On a vu avec Wagner en Russie, ils avaient des camps lors des élections américaines. Il y a eu
des suspicions Oui. d'influence et de fake news. Donc ça, ce sont des vrais sujets, des vraies motivations pour ces groupes. Et il faut se dire qu'ils sont organisés comme des entreprises. Donc ils ont un service financier, un département de comptabilité, ils ont des juristes, ils ont un helpdesk. Ok. Ce que j'ai pas expliqué. Et ils ont une mission du coup. C'est pas on s'en va comme ça à l'improviste. Non, on vise telle cible pour faire comme ça et obtenir ça. Oui. Donc ici j'ai parlé des groupes organisés, parrainés par des États, mais il y a aussi des groupes qui recherchent simplement le gain financier. Donc énormément de groupes de hackers qui n'ont qu'une vocation, c'est rançonner un maximum de sociétés dans le monde. Sociétés ou hôpitaux. Les hôpitaux sont très visés aussi, effectivement. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont s'emparer ils vont prendre le contrôle sur les systèmes de l'entreprise ou de l'hôpital. Ils vont le paralyser. Ils vont extraire les données et ils vont menacer de les publier ou de tout simplement mettre tout par terre. Et donc, réclamer une rançon. Et cette rançon, ils vont demander de la payer bien souvent en Bitcoin. Et donc, effectivement, pour pouvoir gérer ça d'une manière efficace, ils sont organisés avec un helpdesk, un accompagnement juridique. Donc, c'est assez incroyable. Un service de négociation aussi. Donc, c'est... Ouais. Et du coup, si jamais un jour on est rançonné comme ça, il faut faire quoi? Alors, malheureusement, si on en arrive à ce stade-là, on est déjà trop loin. Un peu trop loin. C'est comme tu le disais, il y a la notion des backups, les copies de sauvegarde. Ça, c'est indispensable. C'est si notre système est corrompu, si on est à la merci d'un pirate, on peut aussi lui dire va à la gare. Je perds une journée de travail et puis c'est tout, quoi. Voilà, je prends le temps de reconstruire mon informatique de zéro. Je reformate tout. Je réinstalle mes systèmes. J'appelle mes fournisseurs pour réinstaller. Je réinjecte mes données à partir de mes backups. Il faut savoir que ça va prendre potentiellement beaucoup plus qu'un jour. Ça peut prendre des semaines, des mois. On a vu des entreprises, par exemple, une entreprise dans la construction dans l'aviation qui a été paralysée pendant des mois. Sa chaîne de production était à l'arrêt. Ils ont eu beaucoup de difficultés à restaurer leur système. Et d'ailleurs, les pirates, quand ils rentrent dans une entreprise, la première chose qu'ils vont viser et détruire, ce sont vos backups. Ce sont les backups. Okay. Et donc, de là, certains conseils que nous, on donne à nos clients de bien sécuriser les backups, de les mettre dans des zones inaccessibles au reste du réseau, et des choses comme ça. Donc oui, quand un client est victime d'une attaque par rançongiciel ou ransomware en anglais, c'est compliqué. Il faut voir si les backups sont sains ou pas, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas. Il vaut mieux avoir fait un audit avant. Oui, c'est ça. Il vaut mieux avoir préparé le terrain. C'est exactement ça le conseil que nous on donne, c'est préparez-vous à des attaques et surtout sécurisez-vous. Donc faites votre propre assessment, audit de votre sécurité. Essayons d'améliorer votre posture de sécurité et préparez-vous aussi au jour où il y a un incident. Parce que on a beau investir dans la sécurité, tôt ou tard, en fait, on risque d'être victime d'une attaque. Et donc, la capacité qu'on aura à détecter cette intrusion sur nos systèmes, cette capacité qu'on aura à réagir le plus vite possible limitera les effets, les impacts de cette attaque. Et puis après, ça peut être une attaque ou juste un problème. C'est-à-dire que si les bureaux prennent feu, absolument, il faut quand même avoir quelque chose pour que l'entreprise puisse continuer, parce que c'est... Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on parle de cybersécurité, on pense souvent pirates, mais tu as tout à fait raison. C'est aussi des pannes, donc ou des catastrophes. Donc, toute entreprise qui veut assurer sa pérennité va réfléchir aussi à des plans de secours en cas de désastre. Donc, s'il y a un incendie, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir reprendre mon activité au plus vite? Et effectivement, les systèmes informatiques sont de plus en plus présents et donc il faut prendre des dispositions pour mettre ces données dans des endroits sécurisés, avoir des backups, ou mettre ces données dans le cloud. Oui, donc on travaille sur tous ces aspects-là aussi. Quelle serait un peu la petite boîte à outils type, je sais pas, le b.a.-ba à donner quand on a son entreprise, qui n'est pas forcément une grosse multinationale, mais bon, on voudrait déjà commencer par faire effectivement un peu au moins le minimum.
en ayant la bonne volonté de peut-être un jour vouloir faire plus, mais au moins commencer par la base, quoi. Oui. Mais c'est vrai que tu le pointes, c'est le problème numéro 1, finalement, c'est surtout pour les PME, c'est de simplement déjà être conscient du problème, savoir par où commencer. Et on n'a pas forcément non plus beaucoup de moyens à allouer déjà à son informatique. Alors la cybersécurité, ça vient encore peut-être après. C'est quand tu commences déjà à toi-même. ou à soi-même, oui. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est se faire guider là-dedans. Il y a énormément de ressources disponibles de manière publique. Je pourrais en parler un peu si tu veux, mais il y a au niveau des pouvoirs publics aussi, que ce soit au niveau fédéral ou régional, il y a pas mal de guides ou de conseils que vous pouvez obtenir. Mais je dirais que voilà, il y a quelques règles, on appelle ça les bonnes règles d'hygiène de cybersécurité. Ok, on prend sa douche tous les matins. On partage pas les mots de passe, c'est comme les brosses à dents. Ok. Et ces concepts, ces principes-là sont applicables à soi-même en tant qu'utilisateur, ou donc pour sa famille, ses enfants, mais aussi quelque part pour son entreprise. C'est juste la complexité de ça qui va être différente, mais tout est applicable. Et je pense que le premier conseil, c'est la sensibilisation des utilisateurs à ces risques de cybersécurité. Donc c'est effectivement se tenir au courant, c'est quand on voit un incident dans la presse, c'est s'y intéresser, comprendre en fait ce qu'il s'est passé, comment ça s'est produit. Vous faites une newsletter ? Oui, on fait des newsletters. Ah, voilà. On peut tous s'abonner ? Bien sûr, okay. On vous encourage. C'est sur votre site ? Oui. Et vous dites, attention, nouveautés. Tous les jours, on publie des tips ou des vulnérabilités. Ou donc, sensibilisation, on peut s'abonner à des newsletters. Par exemple. Donc ça, c'est un bon point de départ. Et alors, il y a un type d'attaque qui est dans 90% des cas, une attaque informatique commence par un email de phishing, un email d'hameçonnage. Donc, on reçoit tous énormément de spam. On reçoit tous ces faux emails qui prétendent être soit un administrateur de votre informatique, soit une livraison DHL qui ne vous parvient pas. Soit la banque qui a perdu je sais pas quoi. Ton code secret, peu importe. Donc, il faut savoir que dans le trafic mondial d'emails, la moitié des emails sont du phishing. C'est juste monstrueux. Oui. Et donc, il y a une grande partie de ces emails qui sont filtrés par les Google, Apple, Microsoft, mais il y a une partie qui passe malheureusement à travers des filets. Et quand on est un utilisateur privé, on n'a pas toujours les dispositifs de sécurité pour filtrer ça. Et donc, ils arrivent dans notre boîte. Et en entreprise, c'est la même chose. Ça peut passer plusieurs couches de sécurité et de filtre. Donc, l'utilisateur doit être conscient il doit être vigilant en permanence. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est soyez vigilant par rapport à ces emails. Il y a plein de petits tips pour pouvoir les reconnaître. Il y a souvent des fautes dedans, il y a des noms de domaine qui sont copiés ou à la place d'un O, on va mettre un 0. Et c'est pas toujours évident à voir, mais si on est attentif, on peut assez facilement détecter ces emails. Notamment sur les emails. Souvent, il y a un bouton ou un lien, on nous invite à cliquer. On peut copier ce lien dans un fichier Word ou juste pour voir ce qu'il y a derrière. Et là, on va voir, tiens, ça pointe pas vers... par exemple, si je prends l'exemple de DHL, ça pointe pas vers DHL, ça pointe vers un site qui n'a rien à voir. Alors, surtout, on clique pas. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment faire très attention. Donc, être sur le qui-vive et faire attention à ces emails de phishing. Comme je le disais, 90% des cas d'attaque commencent par un pirate qui va récupérer des données sur vous, donc votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc 90% des cas, c'est du phishing. Oui, c'est du phishing. Donc la plupart des attaques en entreprise commencent par là. Donc même chez Approach, on s'entraîne à ça. Alors, nos collaborateurs sont entraînés constamment. Donc nous, on envoie des emails de phishing à nos collaborateurs. Ils sont inoffensifs, mais c'est juste pour les garder en alerte. On fait des formations, donc on ramène toujours ce niveau de conscientisation au niveau maximum. Ça commence souvent par du phishing, mais c'est pas tout. Ça suffira pas pour faire une attaque ou une intrusion grave. Alors généralement, c'est une combinaison de ça, ou bien le pirate va exploiter ce qu'on appelle une vulnérabilité sur un des systèmes d'une entreprise sur Internet. Donc on a tous un site, les entreprises ont tout un site web.
À la maison, il y a des ressources qu'on utilise, des emails, des comptes sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Il se peut qu'il y ait à un certain moment un pirate ait la connaissance d'une vulnérabilité qui lui permet de contourner le système de sécurité ou passer au travers. De remonter la filière. Voilà, et donc en utilisant à la fois cette vulnérabilité et le compte utilisateur qu'il aura volé par phishing, ça veut dire qu'il va rentrer dans le système comme s'il était vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première étape, c'est l'infiltration dans les systèmes. Ils peuvent aussi vous envoyer des emails avec des pièces jointes, avec un exécutable derrière qui est malveillant. Donc voilà, il y a plein de techniques différentes pour pouvoir mettre le premier pied dans votre système informatique ou votre ordinateur. Une fois qu'ils ont fait ça, alors, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont installer un logiciel très discret qu'on appelle Command and Control, comme son nom l'indique. Il peut être commandé par le pirate à l'extérieur et il va prendre le contrôle à l'intérieur. Et donc là, le pirate va chercher grâce à ça, à accéder à davantage de ressources. Donc si c'est en entreprise, il va vouloir faire des mouvements latéraux, on appelle ça, c'est-à-dire aller voir autour de lui ce qu'il peut voir. Ah tiens, je vois un serveur avec des fichiers, ou je vois un serveur mail. Et de fil en aiguille, il va répandre en fait sa zone d'action sur le réseau, latéralement, mais aussi il va faire ce qu'on appelle de l'escalation de privilèges. C'est-à-dire que quand on est connecté sur un système, et là je rentre un tout petit peu dans la technique, mais on a certains droits liés à quel utilisateur est connecté sur le système. Oui, on n'est pas tous des administrateurs. Voilà. Et donc évidemment, un administrateur aura beaucoup plus de valeur aux yeux du pirate qu'un utilisateur lambda. Et donc il y a des techniques pour pouvoir escalader ces privilèges ou ces droits jusqu'à un niveau administrateur. De nouveau en exploitant des vulnérabilités ou en piquant le mot de passe d'un administrateur. Donc la combinaison de augmenter les privilèges et donc les droits, le champ d'action que j'ai sur mes systèmes. Le compte admin, il ne faut pas mettre admin. Bien sûr. Ouais, on en rigole, mais ça arrive encore malheureusement très très souvent. Et donc enfin, une fois que le pirate aura pris possession d'un maximum de systèmes, alors il pourra exfiltrer les données, vous demander des rançons, détruire les backups. Et donc pour en revenir à mes conseils, la partie importante, on l'a dit, c'est la partie conscientisation, attention au phishing, mais c'est aussi de mettre en place des mots de passe les plus solides possibles. Et donc de là, le conseil que vous connaissez tous il faut des mots de passe longs, à caractères spéciaux, avec des chiffres qui sont pas faciles à deviner. Il faut se dire que les pirates vont essayer de deviner votre mot de passe, mais ils utilisent aussi des machines qui vont essayer toutes les combinaisons possibles. Et donc les ordinateurs, ils calculent très vite. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle une attaque de type brute force. Ils vont essayer de trouver votre mot de passe. Donc si vous avez des mots de passe solides, que vous changez régulièrement, qui sont uniques, utilisez un mot de passe par application, rassemblez tout ça dans des trousseaux, c'est bien plus sécurisé, parce que si un mot de passe c'est compromis, vous n'avez qu'une ressource compromise, vous n'avez pas l'ensemble de vos accès qui sont compromis. Oui, mais comment on fait ? Oui, tu dis les rassembler dans des trousseaux, parce que le problème, c'est on retient comment tous ces mots de passe Alors ça devient impossible. Ça devient impossible, et surtout quand on doit faire des trucs kilométriques et... Voilà, donc là surtout on les note pas sur un post-it. Voilà. On les met donc dans des outils, ce qu'on appelle des trousseaux d'accès ou de mots de passe, où ils sont stockés d'une manière sécurisée, et pour accéder à son mot de passe sécurisé, on va avoir une clé master qui permettra d'accéder à ce trousseau. Le mot de passe master, évidemment, lui, sera très robuste, très solide. Et donc, il faut vraiment prendre l'habitude de générer un mot de passe par application, le stocker dans le trousseau, et au moment où l'application vous demande votre mot de passe, c'est votre trousseau qui remplit le mot de passe à votre place. Il faut vraiment oublier le mot de passe, en fait. Ouais, mais si un coup je me connecte depuis mon ordinateur, un autre depuis mon téléphone, ou... Mais les trousseaux sont partagés maintenant dans le cloud. Et donc, les grands vendeurs de software, que sont Microsoft, Apple et les autres, ont des trousseaux intégrés dans leur système ou dans le navigateur. Donc, on peut travailler. Il y a des outils qu'on peut acheter. Certains sont gratuits. Mais ça, j'encourage vraiment à l'utilisation de ces... Donc, sauvegarder, vaut mieux mettre un mot de passe qu'on ne retient pas, mais qu'on sauvegarde sur son navigateur, que un mot de passe qu'on va retenir, mais qu'on n'enregistre pas. Exactement, c'est ça, ouais. Et qu'on va réutiliser. Ça veut dire que le navigateur, il faut avoir créé un compte,
Enfin, faut pas juste faire comme ça et si l'ordinateur a pas de mot de passe et pas de truc, quoi. Oui, ici on parle vraiment des ressources ou des applications ou des sites sur lesquels on va devoir créer un utilisateur. Ouais, ok. Alors malheureusement, ça ne suffit plus. Même là, si on l'a dit, si on est victime d'un phishing et qu'on se donne ce mot de passe, il peut partir dans la nature. Et donc on va faire ce qu'on appelle de l'authentification à 2 facteurs ou à multiples facteurs. C'est-à-dire qu'on va non seulement demander le mot de passe, mais aussi d'avoir un facteur supplémentaire qui est quelque chose qu'on possède. Donc le mot de passe c'est something that you know et le deuxième facteur d'authentification c'est something that you have. Okay. Et là on va faire appel à quoi? À téléphone, des souvent. téléphones. On a parlé d'It's Me. It's Me est un moyen de faire ça aussi. Ça peut être des lecteurs de cartes dans le cadre d'applications bancaires, ce genre de choses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, It's Me, c'est donc une application qui, sur base de notre carte d'identité numérique en Belgique, permet d'authentifier qu'on est vraiment la bonne personne. Mais donc c'est une validité de signature électronique pour même des documents administratifs. C'est ça, c'est vraiment la transposition de sa carte d'identité physique dans le monde numérique. Donc la carte d'identité permettait déjà d'interagir dans le monde digital parce que c'est une carte à puce, donc avec un lecteur. En France, il n'y a pas ça encore. Voilà. Et il y a des pays dans lesquels effectivement ça n'existe pas encore, mais c'est pas pratique. Il faut toujours avoir le lecteur de carte. Et puis quand on se connecte sur une banque, il fallait aussi la carte bancaire et le petit lecteur. Ici, It's Me vient remplacer ça par quelque chose de plus simple, une application sur son téléphone, évidemment qui est liée au démarrage à un enregistrement qui a été fait en agence bancaire ou avec la carte d'identité électronique. Donc la création du compte It's Me est sécurisée et permet après, d'une façon facile et rapide, de prouver son identité sur des systèmes. Donc on vient à l'authentification à plusieurs facteurs. Oui, donc ça c'est devenu vraiment une obligation. On voit encore énormément d'entreprises qui n'utilisent pas l'authentification à 2 facteurs pour les emails ou pour n'importe quoi. C'est de la folie. Ok. C'est vraiment c'est la première chose à faire s'il y a des entrepreneurs ou des responsables de PME qui nous écoutent. Même pour les mails. Même pour les mails, absolument. Ouais. Et même pour le privé. Donc accéder à ces comptes de réseaux sociaux aujourd'hui sans activer l'authentification à deux facteurs, pour moi, est une très mauvaise pratique. Il faut vraiment généraliser ça. Le 3e conseil, ça serait de mettre à jour constamment tout ce que vous avez au niveau informatique, que ce soit vos applications, le système, l'OS de votre ordinateur. Et les entreprises, pareil, mettre à jour les systèmes, les réseaux. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, il y a des vulnérabilités qui sont... Un logiciel parfait, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours des vulnérabilités. Ces vulnérabilités viennent à être découvertes, elles sont publiées et exploitées. Et donc, dès que le fournisseur de l'application ou du système a connaissance de cette vulnérabilité, il va travailler sur un patch, donc il va sur un correctif. Et dès que ce correctif est disponible, il faut l'appliquer le plus rapidement possible. Sinon, c'est qu'on a une fenêtre ou une porte ouverte sur son système. Donc, une bonne pratique, par exemple, sur son téléphone, c'est mise à jour automatique. Oui, sur le téléphone, c'est facile quand on est un privé, un particulier. C'est beaucoup plus compliqué quand on est une entreprise. Parce que parfois, les systèmes, si on les patch, si on les corrige, ça peut casser ou bloquer d'autres choses. Et donc, il faut mettre en place des routines de test de ces patchs pour valider que le système soit stable et que les applications qui tournent dessus soient stables. Et ce on va rencontrer comme souci, c'est parfois, surtout chez des industriels ou dans des hôpitaux, ils utilisent parfois des machines qui sont là pour des dizaines d'années, qui ont une partie informatique qui n'évolue pas, qui est très stable, parce que ce sont des systèmes sur lesquels on veut pas trop de changements pour limiter les risques justement de panne et ce genre de choses. Et donc, ils ne sont pas patchés en permanence. Et donc, ils sont plus vulnérables. Et donc, on va vouloir isoler ces systèmes. Dans les hôpitaux, les systèmes sur des outils ou des... Oui, donc ils doivent être hors réseau presque. Ils doivent être hors réseau ou sur des réseaux segmentés extrêmement imperméables au reste de l'informatique. Donc, mettre à jour, c'est un conseil, mais c'est pas toujours évident à appliquer en pratique. Mais en tout cas, s'il y a des patchs qui existent, il faut les appliquer le plus vite possible.
Quatrième conseil, j'en ai 10. Hein. Ah, c'est bien. Bah, si ça devient barbant, tu m'arrêtes. Le quatrième, c'est, on l'a dit, il y a des logiciels malveillants, il y a des virus et des choses comme ça. Donc, il faut avoir un antivirus. Ça, je pense que la plupart des gens en sont conscients. Oui, mais moi je fais comment sur mon iPhone? Voilà, donc effectivement, tout le monde n'en a pas. Il y a certains environnements qui sont réputés plus vulnérables que d'autres, et donc certaines personnes disent sur iPhone, c'est très sécurisé, il n'y a pas besoin d'antivirus. Oui, il y a besoin quand même. Il y en a quand même besoin, oui. Donc il existe des solutions qui peuvent être déployées par l'entreprise ou en privé. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et je dirais que là aussi, par rapport au métier que j'ai connu quand j'ai démarré il y a 20 ans et maintenant, les systèmes d'antivirus traditionnels sont complètement dépassés aujourd'hui. Donc, un antivirus, il faut savoir qu'il a besoin d'une base de données derrière de signatures d'attaques connues ou de virus connus. Oui, pour les reconnaître. Pour les reconnaître. Comme le système immunitaire. Voilà, exactement. Aujourd'hui, la plupart des attaques se font sur des failles qui n'ont pas encore été découvertes et donc pour lesquelles il n'existe pas de correctif. Et donc, on doit mettre en place des antivirus beaucoup plus intelligents qui vont avoir la capacité de détecter certains comportements. Et donc, on va déployer ce qu'on appelle des agents sur plusieurs postes, les serveurs, qui vont écouter de manière assez passive le réseau et pouvoir détecter si des comportements suspects ont lieu. Tiens, c'est bizarre si telle machine a tel comportement ou essaie de se connecter là, ça n'arrive jamais. Tiens, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et ça, il y a des solutions qui existent type PME et des acteurs que tu peux recommander ou des... Oui, absolument. Donc, je vais dire que les fournisseurs traditionnels de systèmes informatiques ou de messagerie, tels que Microsoft, Google, Apple, ont tous maintenant ou travaillent là-dessus. Microsoft, il faut savoir, ils investissent des milliards dans la sécurité. Ça devient l'entreprise qui au monde investit le plus dans la cybersécurité. Et donc, ils ont eux, par exemple, une solution qui s'appelle Defender, oui, qui est une forme d'antivirus élaborée. Avec un petit bouclier, là. Avec un petit bouclier qui peut se mettre sur ton téléphone également et qui va être beaucoup plus actif dans la détection et la réponse à des attaques. Et alors, au niveau d'une entreprise, ça peut devenir vraiment complexe parce que chaque poste ou chaque téléphone de chaque collaborateur va remonter des alertes. C'est pas spécialement parce qu'il y a une alerte qu'il y a une attaque. Donc, comment réagir par rapport à cette masse d'alertes et d'informations? Et c'est là que, par exemple, nous, on intervient en tant que centre de surveillance ou de cybersurveillance. On va monitorer, surveiller toutes ces alertes, les corréler, encore une fois avec des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les vraies attaques et filtrer le bruit, les fausses alertes. Et en cas d'attaque avérée, on a même un système chez Approach de veille 24/7 où on peut réveiller un ingénieur la nuit et se mettre en action pour confiner une machine, oui, bloquer tout de suite, mettre en quarantaine, bloquer, appeler chez nos partenaires, nos clients pour signaler l'incident, travailler ensemble à la résolution et bloquer l'attaque. Oui, c'est ça, la circoncire en tout cas. La circonscrire. Limiter l'impact. Et puis, s'il y a eu un incident, ça veut dire que le système a été infiltré, compromis. Donc, comment est-ce qu'on chasse hors du réseau le ou les Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait eu des petits... Ouais. Je sais pas comment dire, mais des petits trucs qui restent, quoi. Exactement. Donc, on doit pouvoir, s'assurer que toutes les ressources sont clean, sanity check, nettoyer, renforcer la sécurité, comprendre. Donc, on fait souvent ce qu'on appelle du forensics, donc une investigation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la raison pour laquelle on a eu cet incident et que ça n'arrive pas deux fois. Donc, c'est une lutte permanente, en fait, entre le hacker et le défenseur. Donc, ça, c'est ton 4, antivirus. Oui, et puis le 5, c'est toi qui l'as dit, c'est faire des audits. Ah oui. Bah, finalement, je suis bon. Donc, effectivement, se faire tester, faire appel à des experts pour vérifier où est-ce qu'on en est, est-ce que je suis bon, mauvais, est-ce que j'ai des portes ouvertes, est-ce que j'ai bien pensé à tout. Ça, c'est extrêmement important. On est appelé régulièrement à faire des tests d'intrusion chez nos clients. Donc, on dit tester notre site web, est-ce que vous arrivez à rentrer, à contourner les sécurités? Réponse oui.
Ah oui, alors effectivement, on trouve toujours quelque chose. Parfois, ça peut être plus ou moins grave, mais on trouve toujours quelque chose. Il y a toujours une amélioration qui sort de ça, de cet exercice. Donc, on peut faire ça sur un plan technique, mais aussi un plan non technique. On va peut-être s'apercevoir justement que les gens sont pas conscients des risques de phishing, et donc on va travailler plutôt sur l'humain, la formation, ou bien au niveau technique, il y a plein de choses en place, mais il n'y a pas les processus, les procédures et l'organisation autour de ces outils pour les exploiter convenablement. Donc, on rencontre énormément de cas de figure où l'entreprise a investi dans des sécurités, les outils génèrent des alertes, Mais personne n'a le temps de les regarder. les gens regardent le sapin de Noël clignoter, quoi. Voilà. Et pleurent le jour où arrive un incident grave. Et c'est ce jour-là, malheureusement, que la prise de conscience a lieu. Bien souvent, il est parfois trop tard. Et là, le niveau de sécurité va être remonté. C'est un peu pareil quand on se fait cambrioler à la maison. Si on n'avait pas d'alarme avant le cambriolage, le lendemain, on en installe une. C'est le même principe. D'autres points importants? Je vais peut-être pas aller dans tous les détails aujourd'hui, mais je pense qu'on a déjà abordé les backups. Oui. Ça, c'est important. Disons, ce qui est important également, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur ces ressources informatiques. Il y a énormément d'entreprises, on serait surpris, qui ne savent même pas en fait ce qu'ils ont. Oui. Il y a des applications qui existent, qui ont été mises en place, et puis la personne qui l'a mis en place a quitté, et puis on oublie que c'est là, on oublie que monsieur, madame, machin ont accès à cette application, on oublie qu'il y a des données dedans, on arrête de l'utiliser mais on l'efface pas, des données restent. Donc, inventorier tout le matériel et nos avoirs informatiques, c'est fondamental pour pouvoir en assurer la protection, enlever ce qui n'est pas nécessaire, restreindre les accès. Donc, la politique c'est un des principes en sécurité, c'est, en anglais, on dit least privilege access, c'est donner accès au moins possible, à seulement ce qui est strictement nécessaire et pas plus. Ça, c'est un principe fondamental. On voit beaucoup d'entreprises encore où tout le monde a accès au serveur avec tous les documents. Ça veut dire que potentiellement, on augmente le risque. Oui. Si seul le département ressources humaines a accès aux dossiers ressources humaines, c'est mieux. Oui, seul le compta. Et... Oui. Quand tu parles justement d'inventorier son matériel, je fais quoi de mon ancien ordinateur qui est dans la salle d'archives et qu'on n'utilise plus? Et pareil, il faut connaître l'existence d'abord de cette machine. Et si on décide de l'enlever, de la décommissionner, eh bien, il faut la décommissionner. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste l'oublier, il faut prendre soin d'effacer le disque dur. Il faut parfois, dans certaines circonstances, même s'assurer qu'il n'est pas seulement effacé, mais qu'on ne pourra jamais rien récupérer de ce disque dur qui a été effacé. Oui, je sais. Et donc, il y a des... Si c'est juste un jeu de facture d'une société lambda, entre guillemets, c'est pas ça qui est sensible. Oui, après, on n'a pas forcément le temps de vérifier toutes les données qui traînent sur cette machine. Oui, c'est ça. Et donc, peut-être des contrats confidentiels et des choses comme ça. Il vaut mieux faire ce qu'on appelle du wipe-out du disque dur, c'est effacer plusieurs fois selon des méthodologies qui assurent qu'il n'y aura plus de données, détruire physiquement les disques durs. Donc, chez nous, par exemple, quand on a une politique lorsque nos ordinateurs ont dépassé leur durée de vie, on efface les données d'une manière sécurisée, comme je viens d'expliquer, et après on donne ces PC pour des causes, pour des gens qui ont besoin d'avoir du matériel et qui n'ont pas les moyens. Donc c'est d'autant plus critique de s'assurer que les machines vont être bien effacées avant de les donner, parce qu'elles vont avoir une deuxième vie. Oui. Et voilà, il y a des cas de piratage où des pirates récupèrent du matériel qui part à la poubelle ou en recyclage. Ça arrive. Donc effectivement, le PC qu'on oublie, c'est un risque et reste un risque. Même si les données sont plus anciennes, ça peut être encore un risque. Ok. Et pareil pour ces anciens téléphones. Pareil pour les anciens téléphones, oui. Malheureusement, on doit passer du temps à les effacer, les réinitialiser avant de les donner ou de les recycler. Oui, mais parfois on le met juste dans le tiroir. Dans le tiroir, on se dit bon, c'est toujours bien, j'ai quand même mes photos, j'ai quand même mais finalement 5 ans après, il est toujours dans le tiroir. Oui. Donc il vaut mieux le supprimer, tant qu'il marche, et tant que... Oui, il vaut mieux l'effacer avant de l'envoyer en recyclage, oui. Ouais, ok.
Oui. Donc il y a quand même un peu de pain sur la planche. Ce que je dis souvent, on dit souvent à nos clients ou les sociétés qu'on accompagne, c'est que la sécurité, c'est pas un effort, malheureusement, un one shot. C'est pas une destination, c'est un voyage. Donc il faut tous les jours faire attention, s'améliorer dans la sécurité également. Donc je dirais que les normes et les bonnes pratiques de sécurité appliquent des principes d'amélioration continue. C'est toujours où est-ce que vous en êtes, planifier ce que vous devez faire pour les contrôles de sécurité à mettre en place, vérifier que ceux-ci produisent bien les effets, remettez-vous en question. Donc c'est chaque fois un processus de planifier, faire, réévaluer, s'améliorer. Et cycle après cycle, augmenter et tendre vers un niveau de sécurité qui soit le plus adapté à son profil de risque. Mais on a tendance à se dire qu'on est à l'abri. Parce que, en fait, on est quelqu'un lambda, entre guillemets, qui a une activité totalement inintéressante pour le... Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas le cas. Exactement, tu as raison. C'est que souvent, on peut se dire, en fait, effectivement, je suis peut-être pas assez intéressant pour le pirate, machin, mais en fait, on l'est. Pourquoi? C'est que on parlait des groupes de hackers. Ces groupes de hackers, ils font tourner des outils qui scannent Internet de manière complètement aveugle. Ils compromettent, ils envoient du phishing, ils arrosent la terre entière, ils récupèrent des choses, et puis à un moment, si on n'a pas de chance, ça va tomber sur nous. Et donc, les cibles faciles à compromettre sont pour eux des gains assez rapides. Donc, effectivement, ils vont viser en particulier les entreprises qui ont un niveau de maturité faible, où les enjeux de sécurité sont très importants. On parlait des hôpitaux, et donc là, malheureusement, c'est une cible de choix parce que c'est bien souvent pas là que l'informatique est le plus simple à gérer, ou des investissements de sécurité qui sont suffisants. En revanche, si il arrive un problème, ça a un impact direct sur un hôpital qui est paralysé. C'est des opérations qui sont repoussées, c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc la rançon, il y a plus de chances que l'hôpital le paye que si c'est l'épicerie du coin. Donc voilà, je veux dire par là, c'est que on est toujours une cible, et si on est une cible faible, c'est facile. Donc il faut faire attention. Il faut se renforcer. Ouais. Bon, et j'ai compris que pour la cybersécurité, il faut toujours apprendre, toujours évoluer. Mais toi, à titre personnel, comment est-ce que tu fais pour justement toujours apprendre, évoluer, progresser, à la fois dans ta mission de gestion d'entreprise, mais aussi dans ta façon d'appréhender les choses et autres? Je dirais que la première chose à faire, et c'est facile quand on est passionné, c'est se tenir au courant de l'évolution de son secteur. Il faut suivre à la fois l'évolution des technologies, les nouveaux risques, les nouvelles manières de se protéger, les nouvelles technologies qui permettent de se protéger. Il y a énormément de produits de sécurité qui existent. Donc là, il faut se tenir à la page, et c'est facile quand on est passionné. Mais donc ça, tu fais quoi? Tu vas voir les fournisseurs de ce type de produits, tu t'abonnes à des pages, à des newsletters, Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être assister à des événements, des webinars, lire des articles. Donc je suis effectivement abonné à pas mal de types de newsletters différentes. On peut vite être noyé, donc il faut bien choisir ses sources. Et alors, c'est aussi se tenir au courant du côté... Donc ça, c'est le côté défense, et le côté attaque, les pirates. Comment est-ce que eux évoluent aussi? Il y a des évolutions chez eux. Aussi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ils deviennent de plus en plus difficiles à contrer. C'est pour ça que nous, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour se défendre. Donc, il y a une évolution là. On a parlé aussi de l'avènement des crypto-monnaies qui font que le ransomware augmente. Donc, tout ça, ce sont des tendances. Au niveau réglementaire, donc je disais, l'Europe arrive avec des nouveaux règlements, des nouvelles lois. On doit pouvoir rapidement comprendre l'impact de ces règlements, de ces lois, et l'impact qu'elles auront sur les entreprises qu'on devra accompagner. On est en train de définir des niveaux de criticité pour les entreprises. Donc chaque entreprise devra se définir par rapport à un certain niveau de criticité pour, je dirais, le pays de manière structurelle. Et donc, si on est une entreprise critique, on aura l'obligation de se protéger correctement. Donc, nous, on est là aussi pour
répondre à toutes ces questions. Je disais, notre mission, c'est aider nos clients sur la partie cybersécurité et eux, c'est concentrer sur leur business. C'est que on est là pour comprendre ce cadre légal et traduire ça dans des mesures très pratiques et très actionnables chez nos clients. Donc voilà, c'est la veille, je pense que c'est la première chose à faire. Et c'est comme ça que j'essaye à mon niveau de ne pas être dépassé par cette vague qui est de plus en plus grande. Ça, c'est un premier aspect. Et puis l'autre aspect, c'est on est une entreprise essentiellement basée sur des humains ici. On ne vend pas de produits, on vend du jus de cerveau, du savoir-faire. Et donc ça c'est, et je pense que c'est vraiment ma fierté numéro 1 ici aujourd'hui chez Approach, c'est l'équipe qu'on a aujourd'hui. On a vraiment une équipe incroyable de talents. On a parlé dans la variété des profils juridiques, managers, techniciens. Donc une grande richesse. Et tous les jours, j'apprends, et pas seulement sur le plan technique. On a aussi la chance d'arriver maintenant à une certaine taille d'équipe où on a plein de personnalités, de cultures. Et donc, c'est hyper enrichissant, simplement en discutant avec les gens. On apprend énormément sur soi, sur comment travailler ensemble. Et que dirais-tu à un jeune qui veut entreprendre? Ou qui commence tout juste? Bah, s'il veut entreprendre en soi, oui, mais pour faire quoi? Donc, qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi son idée? C'est quoi ça serait quoi sa raison d'être en tant qu'entrepreneur ou de sa future société? C'est finalement, est-ce qu'il s'est posé les questions qu'on se disait là tout à l'heure? Est-ce que j'ai une vision? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à une meilleure société? Comment est-ce que je peux, moi, concrètement, contribuer à tendre vers cette vision-là, dans ma mission? Quelles sont mes valeurs? Et puis, voir si ce projet-là, effectivement, il peut le concrétiser. Alors évidemment, les plus, je dirais, les plus réalistes d'entre nous vont se dire « Ah ouais, mais c'est plein de risques et… » Bon, j'arrête avant de commencer. J'y arriverai jamais. Et c'était un peu mon cas. Hein, je t'avais dit, à la sortie des études, j'étais pas du tout dans l'idée d'être un entrepreneur. Et donc, on veut aussi limiter ses propres risques. Et puis, les plus optimistes d'entre nous se diront « Ouais, j'ai vraiment envie d'essayer et j'essaye et puis on verra. » Et tout ce qui peut lui arriver de mieux, c'est d'échouer et c'est d'apprendre. Et la prochaine fois qu'il retentera quelque chose, il réussira bien. Donc ça, on sait bien que dans la culture européenne, échouer n'est pas quelque chose de socialement très accepté. Aux États-Unis, beaucoup plus. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est vraiment se dire, tant pis si ça rate, je fonce, je suis passionné, j'ai une bonne idée, j'ai une vision, allons-y. Quitte à faire un all-in personnel? De nouveau, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Dans mon parcours, tu vois, j'avais dit je voulais être pilote d'avion. Et à un moment, j'ai eu un moment charnière où, justement, pour me lancer dans ces études-là, il fallait payer l'équivalent, je pense, 2 millions de francs belges à l'époque, pour se faire former avec la Sabena. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'emprunte cet argent-là et je me lance dans ce track de carrière? Ou est-ce que j'ai un profil de risque où je me dis, j'ai pas trop envie, et finalement, c'était pas tant l'aspect risque, mais je me suis dit, commencer ma carrière avec une dette, j'ai pas envie. J'ai pas envie non plus d'aller demander autour de moi dans la famille. Donc, je me suis dit, ok, débrouille-toi autrement, fais ton truc. Et je pense que pour un entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. Il va se dire, jusqu'où est-ce que je peux aller? Comment est-ce que personnellement je place le curseur, quoi? Ouais, qu'est-ce que je suis prêt à investir? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Est-ce que je suis prêt à me remettre en question? Est-ce que je suis prêt, entre guillemets, à perdre 2 ans? Même si, de nouveau, ce temps-là, je pense qu'il sera toujours précieux, même si on échoue, on aura appris énormément. Et donc, j'ai aussi dans les personnes à qui j'ai gardé des contacts, avec qui j'étais à l'école ou à l'université, des gens qui ont pris des chemins de carrière très différents. Parfois des entrepreneurs qui ont, pendant des années, essayé quelque chose qui n'a pas forcément réussi, mais aujourd'hui, soit on rejoint une autre entreprise et sont hyper performants, ou bien on relancé quelque chose qui maintenant cartonne. Donc c'est une question aussi de voir aussi à long terme jusque quand on est prêt à être patient. Et oui, parce que parfois on peut aller trop loin dans la persévérance aussi. Faut s'obstiner aussi, hein, si on veut que ça marche, mais parfois, bon, à force de se prendre le mur, faut peut-être comprendre qu'on va pas faire un trou dedans. Oui, effectivement. Et là, je pense que c'est aussi
clé, c'est d'être bien entouré, c'est de discuter. Est-ce que quand on est un entrepreneur, on peut parfois se sentir un petit peu isolé ou de temps en temps sur son île, et puis il faut utiliser toutes les relations qu'on a autour de soi, que ce soit les collègues, la famille, les amis, pour utiliser ça comme miroir et essayer de comprendre effectivement, est-ce que je suis en train de m'obstiner et c'est bien, ou est-ce que je suis au contraire dans une voie sans issue et je dois prendre une autre direction, je dois pivoter ou remettre en cause mon business model, ou bien mon idée de départ n'était pas la bonne, il n'y a pas de marché en face de mon idée, et se faire une raison, et puis rebondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser avouer qu'on se sent en échec parfois? Tu vois, parce que, bon, l'entrepreneur, comme tu dis, il est optimiste. Donc, il va dire, ouais, c'est génial, ça va, je vais révolutionner le monde et j'y crois, et vous allez voir, et grâce à moi, je sais pas quoi, et voilà. Donc, il survend un peu son produit, c'est le principe. Mais du coup, si on veut pouvoir parfois avoir du feedback, ça veut dire que de temps en temps, il faut pouvoir dire, dis donc, j'ai l'impression de me prendre que des portes. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, je pense qu'encore une fois, il faut pas voir ça comme un échec, mais c'est de pouvoir se dire, est-ce que le modèle fonctionne ou pas? Se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la faute des autres parce que les clients n'ont pas compris, ou est-ce que c'est parce que je suis pas capable de leur expliquer la valeur ajoutée de ma solution, de mon produit? Et à un moment donné, se remettre en question et surtout pas se dire, je vais être perçu comme étant celui qui a raté. Non, j'ai essayé quelque chose, c'est fantastique, j'ai appris énormément. J'ai progressé dans la compréhension de plein de choses, déjà sur moi-même, sur le marché. Comment est-ce que je peux maintenant mettre à profit toute cette expérience-là pour faire mon prochain projet? Et en même temps, il faut réussir à... Parce que, en fait, le début d'Approach, quand tu disais, bon, voilà, on était de l'IT classique, hein, je suppose qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans le placement de serveurs physiques et qui sont en train d'être petit à petit dépassés par un marché qui disparaît. Absolument. Et donc, comment, même s'ils ont une expertise phénoménale et une capacité hors du commun à répondre à un besoin d'un client, quand il y a de moins en moins de besoins, comment sentir ce tournant aussi? Ouais. Ça, je pense à nouveau, c'est, comme je disais, l'entrepreneur peut pas se sentir seul, il faut certainement s'entourer. Aussi, j'encourage toujours à participer dans des groupes de travail, des associations, que ce soit au niveau sectoriel, pour échanger avec d'autres entrepreneurs. Dans notre secteur, par exemple, c'est la fédération Agoria. Ils ont mis en place un groupe de travail qui s'appelle Cyber Made in Belgium, donc qui rassemble en fait tout le secteur de la cybersécurité belge. On est autour de la table avec nos concurrents et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec eux de manière assez ouverte et transparente. Et je pense que tous les entrepreneurs devraient faire la même chose. C'est échanger, mais aussi aller voir d'autres horizons. Donc, c'est pas spécialement toujours regarder ses concurrents, mais c'est regarder ce qu'ils ne regardent pas avant eux. Donc, s'intéresser à un maximum de choses et c'est comme ça, je pense que, pour reprendre ton exemple, celui qui a une entreprise qui fait un petit peu de la gestion de l'informatique, l'IT à papa, comme on dit, de pouvoir anticiper ce changement de direction, se dire, OK, aujourd'hui, tout le monde migre ou a migré déjà vers le cloud. Plus personne n'utilise de téléphone fixe. Donc c'est comment est-ce que j'accompagne ce mouvement? Est-ce que je continue jusqu'au bout et je meurs? Ou est-ce que je me remets en question et je vois dans les risques que j'ai face à moi des nouvelles opportunités? Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire. C'est pas toujours évident parce qu'on est dans une routine aussi et il faut... et c'est pour ça que je crois encore une fois beaucoup à utiliser toutes les personnes qui nous entourent comme miroir, les personnes qui sont anciennes dans l'entreprise, mais aussi les personnes nouvelles, plus récentes, qui amènent un éclairage nouveau, un regard frais. Dire, attendez les gars, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là, oui ou non? Tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça de manière constante depuis 10 ans? Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'il faut se réajuster? Donc, c'est vraiment discuter, capter ces signaux et essayer de dégager des tendances. Et les clients aussi, je suppose, parce que c'est finalement eux les principaux décisionnaires. Bien entendu. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est tellement évident. Écouter ses clients, et certainement pas arriver
pour se présenter, dire je suis le champion de la cybersécurité, je suis le champion de l'informatique, je peux vous proposer ci et ça. Non, c'est d'abord, on arrive, on se tait, on écoute. Dites-nous qu'est-ce que vous vivez, c'est quoi votre challenge, qu'est-ce qui éventuellement vous empêche de dormir la nuit par rapport à vos problématiques de sécurité, est-ce que vous savez où vous en êtes ou pas. Et puis en fonction de sa maturité, des moyens aussi financiers, de son degré de sensibilisation, c'est lui proposer un chemin pour avancer graduellement, step by step. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens. Je pense qu'une start-up va généralement focaliser toute son attention sur la production de son produit et l'acquisition de premiers clients. Une fois qu'elle va grandir, la scale-up, elle va vouloir aussi être conforme à une série d'exigences pour accélérer sa croissance, notamment au niveau des normes et de la sécurité, elle va investir davantage. Et c'est pas pour ça que la start-up ne doit rien faire au point de départ si elle pense pas à mettre de la sécurité by design. Base, oui. Elle va avoir un désavantage par rapport à celle qui l'a fait. Bon, et peut-être une ou deux dernières petites questions. C'est plus sur toi, sur tes équilibres, sur comment est-ce que... Parce que on en parlait un tout petit peu avant de commencer, mais quand on gère une entreprise, on a tous un peu les mêmes contraintes. On a des centaines de mails qui arrivent, on a toujours des réunions à faire, on a des questions pertinentes ou impertinentes de collaborateurs. Voilà, on doit gérer aussi pour les actionnaires. Enfin, toutes ces choses qui se télescopent, qui font que parfois on n'a pas le temps d'être productif aussi. Et donc, comment est-ce que toi, tu t'organises au milieu de ce maelstrom? Effectivement, on vit tous un petit peu cette situation et je dirais que la tendance s'accélère aussi par la digitalisation des échanges. Donc, on a des stimuli multiples, que ce soit les services de messagerie, WhatsApp, SMS, Teams. Enfin, on est stimulé en permanence, en fait. Et donc, de consacrer vraiment du temps pour se concentrer sur les dossiers importants devient de plus en plus compliqué. Déjà, de base. Et puis, donc c'est d'autant plus important de bien réfléchir sur où est-ce que je passe mon temps, où est-ce que je mets mon effort. Est-ce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui va servir un client, ou plusieurs clients, ou tous mes clients? Est-ce que je suis en train de travailler sur un problème qui concerne un souci pour un collaborateur, 10 collaborateurs, 100 collaborateurs? Donc, essayer un petit peu toujours de mesurer la tâche sur laquelle je suis en train de travailler, le problème sur lequel je suis en train de travailler, est-ce que ça a de l'impact pour ma société? Et je pense que ça doit aussi parfois diriger les zones sur lesquelles on doit mettre de l'effort et de l'attention. Et puis en même temps aussi être extrêmement attentif à tout ce qui est problème, les inefficacités, tout ce qui fait que ça mange l'énergie en fait aux gens dans l'organisation. C'est essayer de leur enlever les bâtons des roues. Pour qu'on devienne ensemble plus efficace. Donc c'est extrêmement important. Et alors aussi, si on veut avoir à minimiser, je dirais, la gestion de problèmes, c'est de penser à la base. Qu'est-ce que c'est la vision de l'entreprise? C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce que les clients attendent de nous? Et c'est donner une direction très claire à tout le monde. Et donc déjà, là au moins, tout le monde va ramer dans le même sens. Si on prend pas le temps d'expliquer ça, et c'est un travail de tous les jours, on a le risque que les gens prennent des directions qui sont personnelles et donc multiplier les collisions. Okay. Donc j'ai pas de recette miracle, j'en souffre comme tout entrepreneur, mais c'est vrai que j'essaye de garder en tête ce type d'aspect-là. Ouais, prioriser les tâches, en fait, c'est les 20-80, quoi, par exemple. Oui, il faut accepter l'imperfection, il faut savoir déléguer, ce sont des choses qui sont pas évidentes à faire. J'ai un profil d'ingénieur, donc je suis rigoureux, j'aime bien les choses bien faites, je cherche trop souvent la perfection, je suis bourré de défauts, et donc je dois apprendre parfois à ce que la tâche que j'ai demandée à collaborateurs soit pas faite comme je l'aurais imaginé. Mais ça fait partie comme tu le dis, c'est le 80-20, et c'est chercher les zones d'impact maximal et puis les autres, faire confiance, s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est fondamental, mais souvent, quand on recrute des nouvelles personnes qui apportent quelque chose de nouveau,
on se dit, putain, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Ouais. Parfois, on n'a pas le budget. Parfois, on n'a pas le budget, mais il y a le héroïque qui va avec aussi. Oui. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on peut pas engager tout de suite tout le monde, mais enfin, tous les profils dont on a besoin, ça doit être fait graduellement. On doit partir quand on a une petite équipe avec des profils de gens qui sont bien souvent couteaux suisses. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, chercher des spécialistes qui sont plus rares à trouver. Donc, c'est pas évident. Mais le fait de s'entourer, bien s'entourer, simplifie énormément les problèmes. Et en général, un mauvais casting ou la mauvaise... Enfin, il n'y a pas de mauvaise personne, mais pas la bonne personne au bon endroit va énormément prendre d'énergie à tout le monde et freiner l'ensemble de l'organisation. Donc pour moi, c'est fondamental, c'est le choix des bonnes personnes et les exploiter leurs compétences et leurs forces de la meilleure des manières. On a tous des points d'attention, des choses sur lesquelles on est moins bon, mais on peut y travailler, mais on peut aussi donner un travail qui correspond bien à cette personne, à ce type de personnalité. Donc je pense que c'est un savant mix des deux qui peut faire qu'on maximise le résultat. Est-ce que tu as un autre tips à donner ou on reste sur la bonne personne au bon endroit? C'est déjà un bon plan pour aider quand on monte sa boîte. Je pense, oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup, David. Et à bientôt. Merci Yves, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.